Bonjour, voici la correction du devoir sur les vecteurs. Il faudra que tu fasses bien attention. En haut à droite, ici, j'ai signalé à chaque fois de quel sujet il s'agit. Vérifie qu'il s'agit bien du tien. Si c'est pas le tien, il va falloir adapter un petit peu. J'ai pas fait la correction des deux sujets différents. Mais les deux se ressemblent beaucoup en fait. On commence avec l'exercice 1, c'est la leçon, donc ça va aller assez vite. Première question, les trois éléments qui définissent un vecteur sont bien sûr tout d'abord une direction, c'est-à-dire la droite sur laquelle on va poser en fait le vecteur. Ensuite, un sens, donc le sens c'est d'un côté ou de l'autre, par exemple dans ce sens-là. Et enfin, la norme. La norme c'est la longueur du vecteur, donc par exemple je lui donne cette longueur-là. Donc le vecteur en fait, c'est ça, il est bien défini par trois choses. Deuxième question, ABCD est un parallélogramme si et seulement si. Là ici il fallait penser à faire une toute petite figure à côté, attention, on l'appelle bien ABCD en tournant autour, et si tu regardes le vecteur par exemple AB, c'est tout simplement le même que le vecteur DC. Et ceci est une équivalence, si les vecteurs sont égaux, alors on a un parallélogramme et vice versa. Troisième question, il s'agissait de compléter des propriétés sur la somme de vecteurs. Certains ont répondu ça par exemple, mais ça veut strictement rien dire, parce que U et V c'est le nom des vecteurs, c'est pas deux points qu'on met côte à côte, c'est pas le point de départ et le point d'arrivée du vecteur. Donc ça ne fonctionne pas, et j'attendais en fait que on a le droit en fait de retourner la somme, et que donc U plus V c'est la même chose que V plus U, c'est tout. Ensuite, quand vous ajoutez... Ah, je me rends compte que j'ai oublié la petite flèche ici sur le vecteur nul. Donc si on fait le vecteur U plus le vecteur nul, c'est comme si on n'ajoutait rien, et donc le résultat est toujours égal au vecteur U. Et enfin, il s'agissait de montrer que dans une somme de trois vecteurs, qu'on commence par U plus W, ou qu'on commence par V plus W, en fait, peu importe, on peut faire dans l'ordre qu'on veut, et donc on peut l'écrire de cette façon-là, pour montrer que les parenthèses ne servent à rien, et que l'ordre est interchangeable. Pour la question 4, encore un petit schéma pour aider. EF plus FG. Ça veut dire que je pars du point E, je fais donc EF, et ensuite plus FG, j'arrive donc au point G. Au total, EF plus FG, ça nous donne donc le vecteur EG. Addition suivante, il faut faire le vecteur EF plus le vecteur EH, je les ai mis en rouge ici, ça ne marche pas là, puisque les deux vecteurs ont pour origine E, et il faut pour faire une somme de vecteurs que les vecteurs soient placés à la suite. Alors on reverra tout à l'heure exactement comment ça fonctionne, mais ici on peut utiliser ce qu'on appelle la propriété du parallélogramme, et on sait en fait que quand on fait EF plus EH et qu'on les met à la suite, ça va donner la diagonale, c'est-à-dire EG, à nouveau, c'était deux fois la même réponse. Enfin, la notation de la norme d'un vecteur U, ça se note comme ça, avec deux barres de chaque côté. Deuxième exercice, il s'agit de construire des vecteurs. Premièrement, il faut construire le vecteur Z1 d'extrémité C. Extrémité, ça veut dire que ça doit terminer au niveau de C. De même direction et de même sens que le vecteur V. Si c'est de même direction et de même sens, ça veut dire que le vecteur va ressembler à ça. Et en plus, on dit qu'il est de norme 5, donc il suffit de compter pour que ça fasse bien 5 carreaux. Donc l'origine du vecteur est pile ici. Petit b, construit le vecteur z2 égal à u et d'origine b. Si c'est d'origine b, ça veut dire que le vecteur doit commencer au niveau de ce point-là. Comme il est égal à u, il suffit de compter les carreaux ici qui constituent le vecteur u, et de refaire le même qui va arriver par ici. Ensuite, il faut construire le vecteur z3 qui a même direction que bc. BC, entre parenthèses, là, c'est une droite, la voici. Donc même direction que BC, ça veut dire que le vecteur que tu dois construire là, il est tout simplement vertical. Ensuite, on nous dit qu'il a pour sens de B vers C. B vers C, ça veut dire que ça descend. Et enfin, pour norme 3 et pour origine A, donc le vecteur doit démarrer ici, en fait. Comme il doit descendre, il n'y a plus qu'à compter 3 carreaux vers le bas. Et enfin, il faut construire le vecteur Z4 d'origine A. Origine A, on va donc partir de là, égale à U plus V plus W. Quand on a une somme de vecteurs, 2, 3, 4 vecteurs, peu importe, on doit les placer à la suite l'un de l'autre. Je commence donc par le vecteur U, on compte bien les carreaux ici du vecteur U, on fait le même partant de A. À la suite, je dois maintenant faire le vecteur V. Attention, on n'est plus en A, maintenant on est arrivé ici. Donc si je fais le vecteur V, je me retrouve par là. Je prends le vecteur V et je le fais partir du point où on était arrivé pour le moment. Maintenant, on repart d'ici, et ici, il faut maintenant ajouter le vecteur W.
le vecteur W, on compte bien les carreaux pour voir qu'on arrive finalement à ce point-là. Alors attention maintenant, on est parti du point A tout au début, on a fait un zigzag là, et finalement on est arrivé là. Donc le vecteur, on peut directement le faire partir du point A jusqu'à notre point d'arrivée. C'est lui le vecteur Z4. Suite de l'exercice 2, nous avons un triangle ABC là dans un quadrillage, il faut placer le point M, le point N et le point P. Donc déjà il fallait remarquer par exemple ici que pour le premier, AC plus CB, on a le même point ici. Ça c'est directement la relation de Schall qui est écrite dans la leçon, et donc on peut dire que c'est égal à AB. Donc nous devons trouver le point M pour que aller de B vers M, ce soit la même chose que aller de A vers B. Aller de A vers B, ça nous donne ce vecteur-là, sauf que nous devons partir du point B, et donc il suffit de mettre le vecteur comme ça à la suite. On a bien le vecteur AB qui est égal au vecteur BM, et le point M, il se trouve ici. Maintenant, nous devons partir du point C pour trouver le point N. Aller de C vers N, c'est la même chose que faire 2 fois le vecteur AB. 2 fois le vecteur AB, on vient déjà de le tracer ici, hein, c'est ce déplacement-là, sauf que celui-là, on doit le faire partir de C pour arriver en N. Il suffit donc de placer le vecteur ici, et on arrive au point N. Et enfin, le vecteur AP, donc lui, il part de A, et il nous permettra de placer le point P, doit être égal à BA plus CA. On va déjà voir dans un premier temps à quoi est égal BA plus CA. Ici, il n'y a pas de relation de Schall possible, puisque le point qui se trouve là et le point qui se trouve là ne sont pas les mêmes. Même si on utilise l'astuce d'inverser l'ordre de ces deux vecteurs, puisqu'on a vu que dans une somme, on a le droit d'inverser l'ordre des vecteurs, on n'a de nouveau pas ici les mêmes points. Donc la relation de Schall, c'est pas possible. Et si c'est pas possible, comme tout à l'heure, on va mettre les vecteurs à la suite. BA, je vais le mettre même carrément un peu à côté de la figure pour pas qu'on s'en mêle. BA, il est égal à ça. Je l'ai juste reporté à côté. Ensuite, CA. CA, il est égal à ceci. Sauf que là, les vecteurs, je les ai placés un peu n'importe comment, et moi, je dois les placer à la suite l'un de l'autre pour voir ce que ça donne. Donc je place par exemple le BA comme ceci, et là je peux lui mettre direct à la suite le CA. Alors à quoi est égal le vecteur BA plus CA? Il est donc égal à celui-ci, puisque notre point de départ c'était là, et notre point d'arrivée quand on a fait la somme des deux vecteurs, c'était là, en les mettant à la suite. Donc finalement le vecteur résultat de cette somme, c'est celui qui se trouve là. Et bien celui-là je dois le faire partir de A pour trouver la position du point P. Exercice numéro 3, cette fois il s'agit un petit peu de calcul, mais en même temps il faut de l'observation, puisque je vous conseille comme d'habitude, quand on a un parallélogramme, de faire un petit schéma. Le but sera toujours de se ramener à la relation de Schall. Nous n'avons pas ici le même point autour du plus, il n'y a pas de relation de Schall possible, et c'est pas la peine d'essayer de retourner les vecteurs, de mettre des moins ou je ne sais quoi, puisque la relation de Schall ne fonctionne que avec deux vecteurs positifs. Il ne faut pas de moins, il ne faut pas de vecteurs opposés. Donc ici ça ne fonctionne pas. La seule astuce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de retourner l'ordre des deux vecteurs, c'est-à-dire de mettre CD en premier, et de mettre CB en deuxième. Mais ça ne nous avance pas à grand chose, puisque nous n'avons toujours pas le même point ici autour du plus. On va donc observer, et on va essayer de remplacer un des deux vecteurs par un vecteur qui lui est égal. Le premier vecteur qui est ici, c'est CB, c'est lui. Bien sûr, CB, c'est le même que DA. On va voir si ça nous arrange de remplacer CB par DA. A priori non, puisque nous n'avons toujours pas le même point ici, sauf que maintenant si j'inverse l'ordre des vecteurs, que je mets CD en premier et DA en deuxième, on a bien le même point ici autour du plus. On peut utiliser la relation de Schall, dire qu'on va de C vers D et ensuite de D vers A, c'est pareil que de dire directement qu'on va de C vers A. Réponse CA. Deuxième calcul, BC plus AB, relation de Schall impossible. Donc premier test, première astuce, c'est d'essayer d'inverser tout simplement l'ordre des vecteurs. Bah miracle, on a ici le point B et ici le point B, donc directement la réponse c'est AC.
Enfin, AD moins DC. Alors là, direct, quand tu vois un moins, tu le dégages, il ne doit pas rester de signe moins. Et ça, on sait faire. Quand on veut remplacer un vecteur par son opposé, il suffit d'inverser, du coup, l'origine et l'extrémité du vecteur. Donc, si tu inverses DC en CD, il faut évidemment changer aussi le moins en plus. Maintenant, est-ce que la relation de Schall fonctionne? Non, toujours pas. On n'est pas obligé de l'écrire, hein, mais si on inverse l'ordre des deux vecteurs, on aurait du coup le D et le A, ça marcherait pas non plus. Donc là, cette fois-ci, on va être obligé de remplacer un vecteur par un autre vecteur en utilisant la figure. Je vais essayer de remplacer le vecteur AD. Le vecteur AD, c'est celui-là. On va bien entendu le remplacer par le vecteur BC, ce qui nous donne vecteur BC plus vecteur CD, et ça nous arrange, puisqu'on a le même point ici et ici, on utilise la relation de Schall, et la réponse est BD. Exercice 4, il s'agit d'utiliser la relation de Schall, mais cette fois-ci sans figure, on ne va même pas faire de figure. On doit aller du point A vers le point B. Alors ça tombe bien juste à côté, on part bien du point A et on arrive bien au point B. On va juste faire une escale au niveau du point E, qui doit donc forcément être le même point ici. Aller de A vers B, c'est pareil que d'aller de A vers E, puis de E vers B. Deuxième égalité, nous partons du point F et nous devons arriver à la fin au niveau du point A. Puisque nous partons du point F, ce serait bien que ce vecteur-là, FG, soit le premier des trois vecteurs. Donc je vais le remettre au début. Puisque j'ai FG, pour que ce soit des vecteurs qui soient bien positionnés à la suite, j'aimerais bien que le vecteur que je lui additionne à côté commence par G. Comme ça, je pourrais utiliser la relation de Schall entre les deux. C'est donc ce vecteur qui est ici. Donc je vais devoir compléter G quelque chose. Et enfin, je vais lui rajouter le dernier vecteur de l'égalité, c'est-à-dire C quelque chose. Toujours à cause de la relation de Schall, le point qui est ici doit être le même que le point qui est ici, et donc forcément je suis obligé de mettre un C. Enfin, quel point mettre ici? N'oublions pas que nous voulons arriver à la fin de cette somme au niveau du point A. Il faut donc que la somme finisse en A et on met le point A à la fin. On récapitule, je pars bien de F, je vais de F vers G, ensuite de G vers C, ensuite de C vers A. Je suis donc bien parti de F et je suis bien arrivé en A. J'ai bien le vecteur FA. Dans la dernière égalité, nous avons une soustraction. Donc on va déjà la remplacer par une addition. Moins SR, c'est pareil que plus RS. Et je remarque que mon point de départ ici, c'est le point R. Donc j'aimerais même bien que le vecteur RS soit le premier des deux vecteurs, parce que ça m'arrange bien. Comme ça, c'est bien mon point de départ. Comme je veux le point E en point d'arrivée, je sais déjà qu'ici, il faut que je mette le point E, obligatoirement. Et pour que la relation de Schall fonctionne, si j'ai le point S ici, je dois avoir le point S ici. Et donc le vecteur cherché, c'était bien le vecteur SE. Ensuite, venons-en à la partie du contrôle qui n'a pas très bien fonctionné. Il faut exprimer AB en fonction de AC. Ça veut dire qu'à la fin d'un certain calcul, je dois avoir AB égale quelque chose en fonction de AC. Voilà à quoi doit ressembler ce que j'ai à la fin. Donc regarde ici, on a déjà 7 AB à gauche du égal. Et nous, à la fin, on veut bien le AB à gauche du égal. Donc celui-là ne pose pas de problème. Par contre, ici, le AC, lui, il est également à gauche du égal. Et pourtant, à la fin, j'aimerais bien qu'il soit à droite du égal. Donc une petite observation déjà comme ça dès le début nous dit qu'il faut commencer par changer de côté le vecteur 4AC. Et changer de côté quand on fait une équation, même si c'est une équation vectorielle, eh bien ça revient à faire des additions et des soustractions, la même opération des deux côtés du égal. Si je veux enlever ce 4AC qui est à gauche du égal, eh bien je vais faire moins le vecteur 4AC. Si je fais 4AC moins 4AC, ces deux vecteurs en fait vont s'annuler. Par contre, pour que l'égalité vectorielle reste vraie, si j'ai fait moins 4AC à gauche du égal, je dois également faire moins 4AC à droite du égal, sinon l'égalité n'est plus vraie. Voici ce que ça donne en un petit peu mieux écrit. Donc 4AC moins 4AC, ça s'élimine, ça nous donne le vecteur nul. De ce côté-là, le vecteur nul ne sert plus à rien, puisque additionner 0 quand on fait des opérations avec des nombres normaux, ça ne sert à rien. De la même façon, additionner le déplacement nul à un vecteur, ça ne sert à rien. Voici donc ce que ça donne finalement. Et pour arriver à ce qu'on essaye de faire depuis le début, il faut donc se débarrasser maintenant du 7 qui est là. On a 7 fois le vecteur AB. Et nous, on veut
une seule fois le vecteur AB. On va devoir donc faire une division par 7 ici, et comme d'habitude, si on fait une division par 7 d'un côté d'une égalité, il faut faire la division par 7 de l'autre côté, sinon l'égalité n'est plus valable. Et nous obtenons donc moins 4 septièmes de AC, et nous avons fini. C'est la même consigne de l'autre côté, ça signifie que là aussi, à la fin, nous voudrions bien avoir AB égale quelque chose en fonction de AC. A priori, nous avons déjà le vecteur AC ici qui se trouve à droite de l'égalité, il ne pose pas spécialement de problème. Par contre, ici à gauche, nous avons le vecteur BC à la place du vecteur AB qu'on voudrait. Donc ce vecteur BC, on va le découper en quelque sorte, et pour découper BC, on va bien entendu utiliser la relation de Schall, qui est à peu près la seule relation qu'on connaît en vecteur, parce qu'on a donc le même point ici et ici. Et quel est l'intérêt de remplacer BC par deux vecteurs à la place de un seul donc? Mais c'est que BC, ça n'est pas un vecteur qu'on veut, alors que BA, qu'on va pouvoir facilement remplacer en AB, c'est bien un vecteur qu'on aimerait voir à la fin de l'égalité, et AC qui se trouve ici, il n'y a pas de problème, on le veut aussi à la fin. Donc on va remplacer BC par BA plus AC. Voici ce que ça donne, mais attention, vous avez souvent oublié quelque chose. Le 3 qui est là, il multiplie le vecteur BC, et le vecteur BC, nous l'avons remplacé par BA plus AC. Donc le 3, il doit multiplier tout ça. Il ne faut pas oublier de remettre des parenthèses, qu'on peut ensuite développer. S'il y a 3 fois cette parenthèse formée de deux vecteurs, c'est qu'il y a 3 fois le vecteur BA et 3 fois le vecteur AC. Maintenant, le vecteur 3BA qui se trouve ici, je vais le remplacer par moins 3AB. Pour quelle raison? N'oublions pas qu'on veut du AB à la fin. Le 3AC qui est juste à côté, je vais essayer de le mettre avec son copain de l'autre côté du égal, et comme ça on va pouvoir les calculer ensemble. On a expliqué tout à l'heure que pour enlever 3AC, je dois faire moins 3AC. Je ne vais même pas l'écrire puisqu'ils vont s'annuler. Par contre, j'oublie pas de faire la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté également, je dois faire moins 3AC, que je peux maintenant calculer. Une fois le vecteur AC moins 3 fois le vecteur AC, ça nous donne bien moins 2 fois le vecteur AC. De ce côté-là, j'ai donc moins 3AB. Finalement, je veux éliminer maintenant cette multiplication par moins 3. Pour éliminer une multiplication par moins 3, je divise par moins 3. Et j'oublie pas de faire la même chose de l'autre côté. Ce qui donne finalement AB est égal à moins 2 sur moins 3 en facteur de AC, et tu sais certainement que quand on a un négatif divisé par un négatif, on peut simplifier les signes moins, ça nous donne donc AB égale 2 tiers de AC. Exercice numéro 5, il fallait compléter avec des nombres ici dans la première partie. Le vecteur AD se trouve là, le vecteur HK se trouve là, et on voit que le vecteur AD est dans le même sens que HK, il est simplement 3 fois plus grand. Le vecteur AD est donc égal à 3 fois le vecteur HK. On n'est même pas obligé d'écrire le petit symbole fois. Voici en noir RA et MU. Attention, ils ne sont pas dans le même sens. Et on voit que RA est 2 fois plus grand que MU. Puisque c'est 2 fois plus grand, RA est bien égal à 2MU. Attention, puisqu'ils ne sont pas dans le même sens, on n'oublie pas de mettre un moins devant. En vert, BL et AT. BL, c'est la moitié de AT, sinon ils sont bien dans le même sens, même direction, etc. La moitié, ça veut dire 1 demi, ou alors 0,5. Enfin, en bleu, RT et MH, déjà on voit qu'ils ne sont pas dans le même sens, donc il y aura forcément un signe moins devant le réel qu'on cherche. Et on voit que MH, c'est comme s'il était coupé ici en 3 morceaux. 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Donc ça correspond à 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers du vecteur. Justement, on cherche à savoir le RT, il est égal à combien de ce vecteur-là? RT, c'est 1 tiers, 2 tiers du vecteur MH. Puisqu'on a multiplié la longueur de MH par un nombre qui est plus petit que 1, il est logique qu'on obtienne un vecteur RT qui soit plus petit que MH. Passons à la deuxième partie de cet exercice, il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Je vous en balance quelques-unes ici, vous avez juste à vérifier que ça correspond bien avec le dessin. Dans l'exercice numéro 6, il fallait commencer par faire une figure. Le parallélogramme s'appelle
ABCD. Il faut donc bien tourner autour en l'appelant ABCD et pas ABDC, sinon le reste de l'exercice, c'est foutu. Réfléchissons maintenant à l'information qui se trouve là. E, c'est l'image, donc le résultat du point D lorsqu'on lui applique la translation de vecteur CD. Le point D, on doit lui appliquer la translation de vecteur CD. Donc on part de D et on lui applique cette translation. Nous arrivons ici au niveau du point E, qui est le nom de cette image. Nous venons donc de voir que le vecteur ED est égal au vecteur DC par simple définition de la translation, c'est une information donnée par l'énoncé. De même, cette information, qui se fait exactement de la même manière, va nous donner l'emplacement du point F comme étant l'image du point B, ici, par la translation de vecteur AB. Donc ce vecteur AB, je dois l'appliquer au point B, ça nous amène à peu près par là, ce sera le point F. Et donc de même, on a l'égalité entre les vecteurs AB et BF. Il est très important que tu comprennes pourquoi il ne faut pas oublier la flèche qui se trouve au-dessus du vecteur. Si jamais on n'écrit pas la flèche et qu'on écrit quelque chose comme AB égale BF, on est en train d'écrire là que les longueurs sont égales. Il y en a d'autres dans leur copie qui ont essayé de me dire que les droites AB et BF sont parallèles, par exemple. Mais en fait, quand on écrit une égalité de vecteurs, non seulement ils ont la même direction, donc ils sont parallèles, mais en plus ils ont la même norme, donc ils sont de longueur égale. Donc quand on écrit ça avec une flèche, on a vraiment beaucoup plus d'informations qui sont écrites avec une seule notation. Toujours grâce à l'énoncé, nous allons pouvoir tirer une nouvelle égalité de vecteurs. N'oublions pas que ABCD est un parallélogramme, que visiblement les vecteurs qui vont nous intéresser sont les vecteurs qui sont à peu près horizontaux. Là, on a dit que AB égale BF, on a dit que ED égale DC. Et bien parmi tous ces vecteurs là que je viens de tracer à main levée, il y en a deux qui sont encore égaux grâce à cette information-là. C'est évidemment les vecteurs AB et DC. Ça va nous servir aussi. Et voilà, je sais déjà plein de choses alors que j'ai même pas encore lu la deuxième question. On a fait là que la première question, qui était de faire la figure, et on en a tiré quelques informations. Deuxièmement, il faut démontrer que le quadrilatère BFDE est lui aussi un parallélogramme. Regardons déjà ce que donne ce quadrilatère sur la figure. Le voici, c'est ce quadrilatère tout penché là que j'ai représenté en pointillé en noir. Il a bien une tête de parallélogramme, mais il suffit pas de me dire « je vois que des choses sont égales » ou « j'ai l'impression que ça ressemble à ce que je voudrais bien ». Non, là, dans cet exercice, il faut démontrer. C'est-à-dire, il faut vraiment justifier proprement pourquoi on est sûr et certain qu'il s'agit bien d'un parallélogramme. N'oublions pas qu'avec les vecteurs, c'est très facile d'avoir un parallélogramme. Il suffit d'avoir deux vecteurs égaux qui constituent les côtés opposés du parallélogramme. Mais avec tout ce qu'on a dit avant, là, ça va être très très facile. Regardons sur la figure. ED, qui est donc un des côtés du futur parallélogramme, et bien celui-là, c'est le même que celui-là, parce qu'il y avait une histoire de translation. Mais celui-là, c'est aussi le même que celui-là, parce que ABCD était un parallélogramme. Mais celui-là, c'est aussi le même que celui-là, parce qu'il y avait une autre translation. Finalement, ces quatre vecteurs-là que je viens de repasser en noir sont tous égaux, d'après ce qu'on avait écrit juste avant. On a donc l'égalité de 4 vecteurs, mais en fait lesquels m'intéressent vraiment, c'est ED qui est égal à BF, parce que ED il est là, BF il est là, ce sont bien deux des côtés du futur parallélogramme, le quadrilatère que j'ai représenté en pointillé noir. Dès qu'on a ça, on a un parallélogramme. Et c'est fini.